Nous sommes avec Karine Béché-Golovko, professeure invitée à l'Université d'État de Moscou. Bonsoir Karine Béché-Golovko, merci d'être avec nous. Pourquoi cette visite maintenant du secrétaire général de l'ONU? Bonsoir. Comme nous le voyons, les tensions augmentent entre le monde atlantiste et la Russie. Donc le secrétaire général de l'ONU est un diplomate. La Russie l'a invité justement pour, d'une manière indirecte, renouer le dialogue. D'autant plus que, comme l'a souligné Lavrov avec beaucoup de justesse, de nombreux mécanismes aujourd'hui sont mis en place de contournement et des instances de l'ONU et des mécanismes juridiques de régulation des conflits internationaux qui sont posés par les normes du droit international. Donc il est important, pour éviter que la situation ne dérape, sorte de contrôle totalement, qu'un dialogue apaisé se mette en place. Ça ne veut pas dire que ça va régler tous les problèmes qui se posent actuellement, puisque, soyons réalistes, le secrétaire général de l'ONU n'est pas une personne qui a un pouvoir réel, c'est un diplomate, il est une sorte de porte-parole, spécial, mais porte-parole quand même. Il a très peu d'autonomie de décision, voire quasiment aucune, mais en tout cas, il a transmis un message, il va transmettre un autre message, donc c'est important en tout cas de maintenir une plateforme de dialogue. On sent dans vos propos qu'il y a une forme de symbole, au moins. Est-ce qu'on doit y voir là un signe d'apaisement? Non, je pense que l'on peut s'arrêter justement au symbole. Puisque pour qu'il y ait un apaisement, il faudrait qu'il y ait un pouvoir partagé. Alors, comme je l'ai dit, du côté du secrétaire général de l'ONU, il n'y a pas de pouvoir réel. Les instances telles que l'ONU sont des instances qui reflètent les conflits politiques de pouvoir qui se passent actuellement. Et l'on voit très bien que l'ONU est tenue essentiellement par le clan atlantiste actuellement. Autant il y avait un équilibre après la Seconde Guerre mondiale entre l'URSS et les États-Unis, autant avec la disparition de l'URSS, il y a un déséquilibre qui s'est mis en place. La Russie revient sur la scène internationale, ce qui d'ailleurs explique cette augmentation des tensions. Donc en fait, nous sommes plutôt dans un des rondes, si l'on peut dire, du combat pour un monde unilatéral, globaliste, atlantico-centré, ou pour un monde multilatéral qui est prôné par la Russie. Et ça fait partie, si vous voulez, de ces zones d'échange où l'on se teste un petit peu, on voit où l'on en est, on voit ce qu'on peut faire, comment on peut faire. Mais ça n'est en rien un signe d'apaisement, ça fait partie d'un processus. Alors l'ONU, en plus, qui demande la libération d'Alexeï Navalny, un sujet épineux, sujet à conflit, c'est une demande qui risque d'être réitérée lors de cette réunion? C'est une demande qui est généralement, régulièrement soulevée. Étrangement, la libération d'Assange, elle, n'est jamais demandée par aucune instance internationale. Donc, les prisonniers des uns ne sont pas ceux des autres. Rappelons quand même que Navalny n'est pas condamné pour ses opinions politiques, à la différence d'Assange, qu'il est actuellement en prison pour avoir violé les conditions de sa conditionnelle, ce que d'ailleurs il a reconnu lors de son procès, mais qu'il estimait simplement être un peu au-dessus des lois. Donc la loi s'est rappelée à lui, simplement. Que demande-t-on à la Russie? De porter atteinte à l'indépendance de la justice en libérant... parce qu'en fait, on demande à l'exécutif, au président, d'aller contre une décision de justice, de faire pression sur le judiciaire pour qu'en dehors de toute norme, dans ce cas-là, on viole également la législation intérieure. C'est quand même assez étrange pour des instances internationales tellement attachées à l'indépendance de la justice. Dernière question, évidemment, le conflit israélo-palestinien est venu s'inviter certainement dans cette réunion. Moscou peut-elle jouer un rôle significatif dans l'apaisement, notamment au sein du quartet dont elle demande la réunion en urgence? Alors, ce quartet est effectivement très intéressant, toujours si l'on reste sur le plan symbolique, puisque concrètement, en ce qui concerne ce conflit, comme beaucoup d'autres, le problème est de la faible possibilité de régulation politique d'un conflit qui n'est pas en fait épuisé.
Mais ce quartet est intéressant puisque, soyons honnêtes, l'Union européenne n'a strictement aucune puissance géopolitique. Nous l'avons malheureusement vu assez récemment avec la Turquie. L'ONU est une instance qui, malheureusement aussi, lorsqu'on le voit au niveau des décisions, soit est incapable de surmonter les conflits intérieurs de ses membres, soit prend part pour le camp atlantiste. Donc, en fait, la Russie, lorsqu'elle demande la réunion de ce quartet, en fait, veut rétablir ces deux pôles qui existaient avant avec les États-Unis et l'URSS et se reposer sur la scène internationale de ce côté-là. Ce qui, en soi, est une démarche qui, effectivement, est très importante parce que si elle arrive à être prise, dans ce cas-là, ça peut, en tout cas, limiter les dérives. Merci Karine Béchet-Golovko, professeure invitée à l'Université d'État de Moscou, d'avoir été avec nous en direct sur RT France.